Allez, allons-y. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé dans le cadre de la chaire portée par le N3S et Sciences Po, Protection sociale et territoire. Alors, nous avons le plaisir d'organiser très régulièrement des webinaires qui essayent d'explorer les différentes facettes de la protection sociale avec cette particularité que nous le faisons systématiquement sous l'angle du territoire. Alors, aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux du thème que nous avons choisi, qui est protection sociale en territoire ultramarin. Et en fait, on fait une première, c'est une première pour cette chaire, puisque au lieu d'explorer une politique de protection sociale en regardant son impact sur le territoire, et bien cette fois-ci, nous avons fait le choix de regarder la protection sociale dans son ensemble, mais en le regardant à l'aune des territoires ultramarins. Donc c'est véritablement pour nous une nouveauté, effectivement, et c'est un point qui a été aujourd'hui en fait un point mort en fait dans notre réflexion au sein de la chaire et qu'on va combler aujourd'hui. Et pour cela, eh bien, on a confié les clés du webinaire comme on le fait traditionnellement à une personne, c'est Frédéric Turblin, qui est ici présent, et à qui je laisse tout de suite la parole pour ce webinaire. Alors pour les personnes qui nous écoutent, donc le petit message traditionnel là encore, pour bien suivre le webinaire, alors donc votre caméra n'est pas branchée, c'est normal, c'est nous qui la bloquons. Par contre, vous pourrez interagir avec Frédéric Turblin et tous ses invités tout au long du webinaire par le canal de conversation et de questions-réponses. Donc, si Frédéric peut gérer les questions-réponses, tant mieux, mais sinon on le fera nous-mêmes pour que vous ne soyez pas frustrés dans les interactions que vous pourrez avoir avec nos différents intervenants. Et on est très content tout de suite de donner la parole à Frédéric Turblin. Frédéric, à toi. Merci beaucoup Gilles, merci et bonjour à toutes et à tous. Me confier les clés, c'est jamais très prudent, mais je suis déjà désolé des conditions techniques, parce que, en tout cas, si vous m'entendez, l'essentiel. Merci beaucoup à la chaire et à l'école de s'occuper effectivement de la protection sociale en Outre-mer. Et je suis très heureux, et je vous présenterai les différents intervenants qui vont m'accompagner. C'est eux qui vont parler, je les rassure. C'est eux qui vont parler seulement. On a réussi à, je pense, en tout cas, on a essayé de rassembler un panel d'éminents représentants de la protection sociale en Outre-mer. Dans les Outre-mer, on précisera aussi les territoires concernés, bien sûr. Dire quand même que les Outre-mer, c'est presque 3 millions de nos compatriotes. Alors, sont debout, genre que voix compte, mais voilà, 4% de la population française en Outre-mer. Alors certes, une population qui est très jeune, donc je veux dire par là qu'il n'y a pas que des votants. Le chiffre que je peux vous donner, c'est 43% de la population Outre-mer qui a moins de 25 ans. Vous voyez, 25 ans en vote, évidemment, qu'en métropole. Ça fait partie des richesses des territoires ultramarins. Grande diversité, évidemment, géographique, culturelle, socio-économique. Cela va de soi, on y reviendra par le tour du monde que nous allons effectuer. Des défis, des problématiques que tout le monde connaît également. Un taux de chômage endémique sur certains territoires, 25% en Guyane, un seuil de pauvreté qu'on connaît de 30 à 40%, 40% je crois à Mayotte, mais on se le redira. Quelque chose qui m'avait frappé, j'ai exercé 10 ans, j'ai eu la chance d'exercer 10 ans à La Réunion, c'est le taux d'enfants qui vit dans une famille précaire, 40% à La Réunion. Voilà, ces chiffres-là, on les connaît, j'allais dire, en tout cas, ils sont assez bien repérés. Pour autant, ce séminaire va vous présenter de manière optimiste la richesse, la diversité et l'innovation portée par les territoires ultramarins. Et pourquoi pas, je m'adresse aux étudiants et aux autres, vous donner même envie d'y exercer. Alors, pour ce faire, je suis entouré de gens formidables, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais commencer, honneur aux dames, par Betty Mescry. Bonsoir. Bonjour pour vous, pardon. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de cette belle invitation. Merci à vous de nous rejoindre.
on va se présenter tout de suite, si vous voulez bien. Du moment, je fais un rapide tour de plateau virtuel. On s'est pas, rassurez-vous, on ne s'est pas réunis pour parler des territoires ultramarins. On est tous dans nos territoires respectifs. Donc, directrice retraite dans la CGSS de Guadeloupe. On reviendra vers vous tout de suite. Je m'adresse à Iman Liamidi Chamfi. Bonsoir Iman. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et à tout de suite à Christophe. Bonsoir pour le coup, parce qu'il est déjà très tard. Je te prie de nous en excuser. Il est tard à la Réunion. Christophe Cambona, CGSS. Bonsoir. Bonsoir à toutes. Et Jean-Yves Casano. Alors, il est entre deux avions, je ne saurais pas le situer, mais bonsoir Jean-Yves. À l'Hexagone, donc bonjour à tous. Bonjour. J'espère n'avoir oublié personne, et puis d'une manière ou d'une autre, si vous le permettez, je vous apporterai aussi ma petite expérience ultramarine. Donc, si vous voulez bien, trois phases dans ce séminaire. Au-delà je vais demander évidemment à chacun de se présenter, de resituer en quelques mots son parcours professionnel. Peut-être dans un premier temps, ça sera la partie peut-être la plus académique pour nos étudiants, nous dire en quelques mots ou en quelques phrases les spécificités du territoire dont vous souhaitez parler. Alors certains peuvent parler de plusieurs territoires, en tout cas je vous laisse évidemment en libre champ pour nous présenter les spécificités de la protection sociale sur votre territoire. Et puis, nous reviendrons dans un deuxième temps sur les principaux enjeux au sein de votre territoire portés par la protection sociale. Donc, si vous voulez, en 2-3 minutes, un premier tour de table pour vous présenter, nous dire d'où vous parlez. Betty, si vous voulez bien, on commence par vous, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup. Alors, je suis Betty Bessery et je suis en pré-retraite depuis le 2 janvier 2024 et donc je pars réellement à la retraite en juillet 2024. Alors, je viens de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et donc je profite pour dire qu'il est 12h11 en Guadeloupe, c'est pour voir un peu les décalages horaires et donc c'est vrai, c'est l'une des problématiques aussi avec les caisses nationales. Hein. Et donc une Caisse générale de sécurité sociale, donc on compte environ 1000 agents et nous sommes 13 agents de direction. 13 agents de direction, dont le directeur, et nous nous réunissons tout juste pour que vous puissiez voir un peu le fonctionnement tous les mardis en conseil de direction, ce qui nous permet quand même de connaître les problématiques de chacune des branches, et c'est important sur un territoire insulaire parce que vous pouvez rencontrer un petit peu tout le monde et au moins vous pouvez répondre, et donc ça c'est important. Alors moi, au niveau de mon parcours, tout juste pour vous dire que je suis pas toute jeune, vous le voyez, donc je suis rentrée à la sécurité sociale, ça fait bien longtemps, depuis 78, et j'ai eu l'occasion de passer, dans le temps c'était le CNES en l'an 2000, quand je suis allée la première fois, donc j'ai été admissible tout de suite, mais j'ai eu une note éliminatoire qui ne m'a pas permis d'avoir le concours, mais tout de suite après j'ai passé le CAPDIR, et donc je suis toute fière de dire que j'étais major de ma promotion et avec la mention très bien. Alors j'avais présenté grâce à la MICOR, hein, j'avais fait une double action parce que la MICOR m'avait confié une mission nationale sur l'harmonisation des politiques de lutte contre la fraude et d'envisager une organisation en Outre-mer sur la lutte contre la fraude. Donc ça, c'était ma première mission nationale que j'ai beaucoup appréciée. Tout de suite après, j'ai eu mon premier poste d'agent de direction à partir de 2003 et jusqu'à 2010 parce que j'ai tenu la santé. Donc, tout ce qui était accueil, tous les accueils de la Guadeloupe, hein, toute la direction clientèle. Et en même temps, j'avais la santé, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion, ça peut vous paraître banal, vous qui êtes jeune, mais la carte vitale n'existait pas en Guadeloupe à ce moment-là. Et donc, j'ai eu cette grosse charge-là de faire adhérer les médecins, tous les professionnels de santé à la carte vitale dans une situation qui était un peu difficile parce que nous avions
des délais extrêmement longs avec et des relations difficiles avec les professionnels de santé. Et donc, il n'était pas question qu'ils se sentent salariés de la caisse et avaient beaucoup de réticence à rentrer en Sésame Vital. Donc, ça a été une lourde charge. Et dans le même temps, il fallait que je fasse mettre en place le tiers payant pharmacien, biologiste, etc. Et là aussi, il faut bien connaître le terrain pour arriver à faire des gens adhérer. Et c'est ça que j'ai fait. Je suis partie sur le terrain, je ne suis pas restée dans mon bureau et j'ai fait du porte-à-porte, en quelque sorte. Et c'est ce qui m'a permis de réussir assez rapidement et le tiers payant et la carte Sésame Vital. Et après, donc, j'ai mené pendant cette période tout ce qui porte sur la maîtrise des dépenses de santé, c'est-à-dire au niveau hospitalier et au niveau ambulatoire. Bon, c'était là une autre étape encore bien compliquée, mais je veux dire, comme je le disais, l'exercice en Outre-mer, il faut bien connaître le territoire. Et après, une fois qu'on connaît bien le territoire, ça peut se passer plus ou moins facilement. Après cette période, donc, j'ai géré le régime agricole. Le régime agricole chez nous, à la Caisse Générale, le régime agricole, il est un peu placé différemment selon la caisse. Chez nous, au niveau de la Caisse Générale, le régime agricole est vraiment comme une petite MSA en gérant uniquement les exploitants agricoles puisque les salariés font partie du régime général. Et donc, forte de mon expérience en santé, j'ai pu développer ce qui ne l'était pas encore, toute la santé pour les agriculteurs. Et là, c'était quand même important, intéressant, parce que c'était une population qui était un peu délaissée jusqu'à présent. Et j'ai eu cette chance de connaître tous les pans de la protection sociale, parce qu'il fallait en même temps gérer la santé, en même temps gérer le recouvrement, en même temps gérer son propre conseil d'administration. C'est vraiment hyper intéressant d'être sur ce régime-là aussi. Et puis depuis 2013, je suis sur la branche retraite. Et donc, j'ai terminé ma carrière sur la branche retraite, une belle expérience, parce qu'on le verra tout à l'heure et ça me permet d'embrayer directement sur les spécificités, mais la Guadeloupe, c'est l'un des départements où le vieillissement de la population est le plus accru. Et donc, nous serons le deuxième département de France où la population sera la plus âgée d'ici quelques années. Et donc là, il faut vraiment prendre les devants et commencer à s'y préparer parce que la population souffre déjà de beaucoup d'isolement. Alors, tout juste pour dire que durant cette période-là, le directeur de la Caisse m'avait demandé de surtout m'intéresser à tout ce qui portait sur la protection, l'action sociale. Et donc, même si je gérais toute la retraite, j'avais à cœur de développer l'action sociale et c'est ainsi que c'est la première fois que l'on pouvait, en termes de partenariat, faire des actions particulières avec le conseil départemental, avec les CECAS, avec l'ensemble des mairies. Et ça aussi, je veux dire, c'est important parce que la population, dans un contexte comme le nôtre, a besoin de proximité, a besoin d'accompagnement, a besoin de soutien, a besoin de contact physique, je veux dire, pour comprendre les choses, parce que nous avons un taux d'illettrisme assez important, plus de 30%. Nous avons un seuil de pauvreté aussi important, plus de 40% chez nous, au niveau de la Guadeloupe, et ce qui freine pour beaucoup la mise en œuvre de la protection sociale, parce que les personnes ont tendance à faire appel à des écrivains publics ou bien à des magasins qui font un peu des photocopies, etc. Et moi, je me rends compte beaucoup sur le terrain que ces personnes-là, eh bien, au lieu d'avancer au niveau de la protection sociale, surtout par exemple au niveau de la retraite, eh bien, ils reculent. Parce que, on va revenir sur ces points, Betty. Voilà, on reviendra là-dessus. Voilà. Donc, voilà le contexte. Donc, désolé d'avoir été aussi longue, mais c'était là le... mais c'était là vous incarnez à vous seul toute la sécurité sociale. On voit la richesse par votre premier témoignage de ces parcours et puis de la CGSS, mais ça, on y reviendra d'une part, mais aussi quelques points clés sur la posture et sur un certain nombre de choses très, très intéressantes que vous venez déjà d'exposer. Je propose à Iman de nous exposer un parcours tout aussi riche et diversifié. Alors, je vais merci Frédéric. Bon, voilà, je vais être un peu plus courte que Betty sur le parcours. J'ai encore un petit peu d'années pour pouvoir le déployer. Mais moi, j'ai passé mon bac sur l'île de Mayotte. Alors, je ne vous parle pas de Mayotte, je vous parle depuis Paris.
depuis la CAF de Paris plus exactement, puisque depuis le 1er mars 2023, je suis dorénavant la directrice de la CAF de la Sarthe. Et donc, après un bac passé à Mayotte, j'ai suivi des études de prépa HEC, de droit social, et j'ai intégré l'aventure de la protection sociale en intégrant la caisse de prévoyance sociale à l'époque, comme pour Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était une CPS à Mayotte en 2003. Et c'est grâce à notamment l'ancien directeur de l'EN3S, Claude Bigot, que j'ai eu la possibilité, comme d'autres collaborateurs de Mayotte, de pouvoir passer le concours de l'EN3S. Et je précise bien la chance et la possibilité, puisque à l'époque, la Caisse de Mayotte n'était pas dans le régime général, en tout cas, on ne pouvait pas présenter des cadres pour les concours de l'EN3S, donc une petite particularité. Donc en sortant de l'EN3S, 48e promo, j'ai eu la chance de travailler avec un éminent directeur adjoint à la CAF de La Réunion, ici présent Frédéric Turblin, où il m'a confié notamment l'action sociale, un très belle expérience à la fois humaine et professionnelle. Et puis, je suis repartie sur Mayotte où j'ai exercé plusieurs fonctions de direction sur l'ensemble des branches, puisque la particularité de la Caisse de Mayotte, c'est d'être multibranche comme une CGSS, mais d'avoir intégré également la branche famille depuis 2015. Et donc, en tant que directrice de 2016 à 2023, beaucoup d'aventures sur la Caisse de Mayotte, l'impression d'avoir vécu parfois 25 à 30 ans pendant ces 8 années. Alors, ce qui est important, je dirais, de retenir quand on exerce et quand on pense protection sociale à Mayotte, c'est qu'il n'est pas envisageable de comprendre la protection sociale telle qu'elle a été déployée à Mayotte si on ne comprend pas la singularité du territoire. Ce petit bout de France qui est dans le canal de Mozambique est français donc depuis 1841. Mais effectivement, c'est né qu'en 2011, qu'au terme d'une histoire très mouvementée, Mayotte accède au statut de 101e département français. Alors, qui dit protection sociale dit population, protection de la population. Donc, il faut comprendre la sociologie également de la population pour comprendre comment est-ce qu'on déploie et comment ont été déployés, quels ont été les choix de déploiement de la protection sociale à Mayotte. C'est une démographie galopante. Betty vient d'évoquer la population de Guadeloupe qui est la plus âgée. Je pense que la Guyane et Mayotte font partie des plus jeunes départements, et Mayotte étant, à mon avis, celui qui concerne le plus de jeunes, puisque presque 60% de la population a moins de 17 ans. Donc c'est mutation, et puis il y a une pression migratoire qui est très intense et très forte et qui nécessite une adaptation justement des branches de la protection sociale pour pouvoir concilier les objectifs premiers de protection de la population bénéficiaire et en même temps s'assurer qu'on puisse verser le bon droit à la bonne personne. Donc c'est un territoire qui connaît une mutation sociale très accélérée. L'actualité malheureuse de ces derniers jours vous le démontre, et j'en profite pour donner toute mon amitié à Philippe Ferry, le directeur qui m'a succédé à la Caisse de Mayotte, et bien évidemment les 300 collaborateurs et collaboratrices qui œuvrent au quotidien pour maintenir le service public de la sécurité sociale sur un territoire qui est en proie à une explosion sociale sans commune mesure avec ce qui se passe par ailleurs. Et donc, c'est un département qui est en état d'urgence permanent. Je suis désolée, il y a un petit souci de lumière. Il faut que je bouge pour que ça donc, j'espère que vous me voyez quand même. Un département donc, qui est en état d'urgence permanent. Et c'est dans ce cadre-là qu'un calendrier de convergence des droits s'est installé avec un cadre législatif et réglementaire qui est dérogatoire au droit commun français. Donc, il faut comprendre ces spécificités pour déterminer comment la protection sociale à la fois se déploie et comment elle est régie, dirigée par les caisses nationales qui sont la tutelle de la Caisse de Mayotte, puisqu'il y a à la fois la Caisse nationale d'allocation familiale, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, l'URSSAF Caisse nationale, mais également la MSA pour la partie front office et le régime agricole qui est tenu
par la MSA d'Armorique. Les irréductibles gaulois sont partout. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que contrairement aux autres outre-mer, hormis Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte n'est pas régie par le Code de la sécurité sociale. C'est un empilement d'ordonnances qui font le socle législatif de Mayotte, et cet empilement, toute l'agilité de l'ensemble des acteurs et forces en présence, que ce soit l'État, les caisses nationales, la direction locale et les élus, bien évidemment, c'est d'arriver à trouver une trajectoire de convergence qui réponde à la fois aux besoins de plus en plus urgents de la population, d'être aussi français qu'ailleurs, je dirais, puisque c'est ce qui ressort, hein, bien évidemment, des besoins, et bien évidemment, en même temps, l'équilibre qui est porté par l'État de pouvoir absorber l'intégration de Mayotte. Quelques dates avant de repasser la parole, Frédéric. 1977, c'est la création de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte. 1987, la mise en place du régime retraite. 1996, l'ordonnance, le texte fondateur, on va dire le socle en fait de la protection sociale sur Mayotte. 2004, la mise en place du régime d'assurance maladie. 2015, le rattachement de la branche famille à la Caisse de Mayotte. Et je passe sur les autres textes. Tout ça pour dire que travailler, réfléchir, accompagner la protection sociale à Mayotte, c'est quelque part reprendre la casquette des pères fondateurs de la sécurité sociale, et parfois avec certains acteurs ici présents, je pense à Pierre Mayer qui était de la chaire, qui nous a accompagnés sur la partie retraite, mais également l'éminent Jean-Yves Casano sur la mission coordination des caisses nationales en Outre-mer, parfois avec l'impression d'être des pionniers, comme l'ont été nos prédécesseurs dans les années, depuis 1945. Voilà. Donc, je pense que les autres éléments seront abordés dans la suite des échanges. Absolument. Et un grand merci, Iman, qui incarne, au même titre que Betty, la richesse, la beauté, la multiplicité de ces expériences au sein de la sécurité sociale. Et tu m'as enlevé le de la bouche, des pionniers sur les territoires. Et merci aussi d'avoir cité Philippe, qui ne pouvait pas être avec nous, Philippe Ferry, donc, qui t'a succédé, puisque tu étais, on l'aura compris, la première directrice mahoraise de la CSSM de Mayotte. Mais en tout cas, Philippe t'a succédé. Il arrivait de Guyane. Et quand on parle des Drômes, effectivement, dans ce séminaire, dans ce format, on parle de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Mayotte. Et ensuite, on a des collectivités d'outre-mer, mais Betty y reviendra également, puisque certaines d'entre elles, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, sont gérées côté sécurité sociale par la Guadeloupe. Mais on pourrait parler aussi, mais ça ne sera pas le cas, de la Polynésie française, des Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre et Miquelon, et des TAF. Mais peut-être que, voilà, en faisant un saut dans l'air, Christophe Cambona va nous parler des TAF, ou peut-être pas. Le siège des TAF est à Saint-Pierre, à La Réunion, mais la CGSS est à Saint-Denis. Christophe, je te passe la parole. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Bonsoir à toutes et tous. Donc je suis Christophe Cambona, actuellement directeur adjoint en charge du recouvrement et des affaires juridiques à la CGSS de La Réunion. En 2 mots, mon parcours commence à La Réunion parce que j'en suis d'ailleurs originaire. J'ai vécu jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à après intégrer Sciences Po Paris et après intégrer l'EN3S. Au sein de la 50e promotion. Après l'école, j'ai intégré 2 postes de manager stratégique en Île-de-France, un à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France et l'autre ensuite à la Caisse nationale d'assurance vieillesse en tant qu'adjoint du directeur national de l'action sociale. Ensuite, une opportunité s'est présentée à l'île de la Réunion, celle de directeur retraite. Et après avoir candidaté, effectivement, j'ai été recruté à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. Petit éclairage sur cette Caisse générale, elle s'articule autour de différentes missions, notamment celle de l'assurance maladie, de l'assurance retraite, du recouvrement, des risques professionnels, et on y traite à la fois du régime général, du régime des travailleurs indépendants, du régime agricole. La CGSS de La Réunion, c'est 1200 agents.
En termes de poids économique, eh bien, nous versons quotidiennement à La Réunion près de 12 millions d'euros de prestations. C'est important de le souligner parce que ça nous donne un poids à la fois social et économique majeur sur le territoire. Donc 12 millions d'euros par jour, c'est environ 4,7 milliards d'euros de prestations versées par an. Et je reviendrai sur l'aspect recouvrement. Donc j'intègre la CGSS de La Réunion en 2016, fin 2016, et ce au poste de directeur retraite et directeur en charge de la relation avec les entreprises. C'est un poste qui a été très porteur pour moi parce qu'après avoir vu la partie action sociale à la CNAV, j'ai vu le côté production, prestation et pilotage de la production à la CGSS. Et comme l'ont souligné mes collègues tout à l'heure, la question de la retraite dans les territoires d'outre-mer est une question majeure au regard notamment de ce qu'elle implique au regard des faibles montants de pensions de retraite sur nos territoires et de ce que cela implique aussi en termes d'accès aux droits. Donc j'ai exercé ces fonctions de 2016 à 2019. Ensuite, j'ai pu passer sur du transverse, sur des fonctions support, et ce en prenant le poste de directeur de cabinet auprès du directeur général actuel, Monsieur Benoît Serriot, et j'ai exercé ces fonctions de 2020 à juillet 2022. Donc, qu'est-ce qu'un directeur de cabinet en CGSS? Eh bien, il a en charge le pilotage des CPG, des contrats pluriannuels de gestion, la coordination des instances de gouvernance, le comité exécutif, le comité de direction, la stratégie partenariale également fait partie du portefeuille du directeur de cabinet, la stratégie média, ainsi que la gestion transverse des réclamations et l'innovation et la transformation. Alors le mot transfert reviendra souvent dans mes propos parce que c'est l'une des plus-values, l'une des marques de fabrique des caisses générales de sécurité sociale, la transversalité. C'est un véritable modèle, je trouve, et je laisserai également Jean-Yves Casano l'aborder, mais je trouve que dans le paysage de la protection sociale, les CGSS se distinguent notamment par le fait qu'elles traitent à la fois l'ensemble de ces branches et régimes que je citais précédemment, et elles représentent l'ensemble des réseaux sur des territoires insulaires, sur des territoires continentaux à l'autre bout du monde. Et pour terminer, donc sur mon parcours, après avoir été directeur de cabinet jusqu'à juillet 2022, j'ai changé de poste et je suis devenu directeur adjoint en charge du recouvrement et des affaires juridiques. Donc recouvrement des cotisations sociales du régime général, des travailleurs indépendants, des exploitants agricoles. Cette activité eh bien, représente tous les ans environ 3 milliards d'euros de cotisations recouvrées pour le régime général et le travailleur indépendant, et environ 8 millions d'euros pour le recouvrement des cotisations agricoles. Cette activité, pour moi, est vraiment structurante et hyper épanouissante parce que le recouvrement dans les territoires ultramarins fait l'objet de toutes les attentions, notamment des pouvoirs publics, des pouvoirs économiques, et il est aussi, il s'inscrit dans un contexte aussi qui n'est pas simple. Parce que dans les territoires ultramarins, la question du recouvrement des cotisations, et notamment du recouvrement amiable et forcé, a longtemps fait l'objet, je dirais, d'épisodes parfois difficiles. Et aujourd'hui, eh bien, après la période Covid que nous avons connue, l'ensemble de la branche recouvrement a repris le recouvrement amiable et forcé, et l'a repris a fortiori dans les territoires ultramarins. Donc ça constitue un des défis que j'évoquerai tout à l'heure lors de ce webinaire. On pourra y revenir, et un grand merci Christophe pour ce témoignage. Les collègues que vous voyez là n'ont pas 150 ans, ils ont eu plusieurs vies professionnelles, et ça, ce sont les DOM permettent d'avoir plusieurs vies professionnelles. Alors Jean-Yves, je ne sais pas combien tu as eu de vies professionnelles. Alors, juste vraiment... Mais tu vas nous dire notamment comment on devient directeur de la MICOR et qu'est-ce qu'on y fait. D'accord. Juste, alors moi j'ai commencé... Je ne sais pas si les collègues t'entendent parce que le réseau... C'est bon, c'est bon. C'est bon là? Vous m'entendez? Oui, ouais. C'est bon. Bon, ça va. donc moi je suis rentré
réseau assurance maladie. Hein. J'ai commencé sur des postes de technicien. Après, j'ai fait l'école des cadres. J'ai eu plusieurs postes de manager dans plusieurs départements, en Touraine, en Eure-et-Loire, dans le Berry. Ensuite, formation, effectivement, école de direction, des postes de directeur adjoint, directeur, avant de rejoindre la Caisse nationale d'assurance maladie, où Frédéric Van Rockeghem, à l'époque, m'avait confié la direction de la relation client, de l'organisation des réseaux et de toutes les démarches qualité. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à travailler avec les Outre-mer. Voilà, je suis resté 8 ans à la CNAM, voilà, avec des périmètres qui ont bougé. Et puis en 2013, je crois, je suis parti, je suis retourné dans le réseau comme directeur de la CEPAM de la Somme et puis directeur coordonnateur de la gestion du risque dans les Hauts-de-France. Et c'est à ce moment-là, comme j'avais un vernis ultramarin, que Nicolas Revel m'avait demandé de prendre la direction de la MICOR. Donc la MICOR, c'est une structure qui avait été créée par la DSS et les caisses nationales en 2007, je crois, ou 2008, avec pour ambition de coordonner les activités de sécurité sociale en Outre-mer. Parce que comme l'ont dit les collègues, un organisme ultramarin, une CGSS ou une caisse de sécurité sociale comme Mayotte, c'est un seul et unique organisme qui a affaire à une même population. Et sur ces territoires-là, les gens connaissent pas la CEPAM, l'URSSAF, la CNAV, etc. Ils connaissent leur CGSS ou leur CSS. Et tout l'enjeu de la MICOR, qui est une structure qui n'a pas de statut juridique, hein, était de tenter de coordonner toutes les politiques de sécurité sociale, en tout cas sur un certain nombre de thématiques, pour éviter cette gestion en tuyau goutte d'orgue qui posait beaucoup de difficultés aux directeurs locaux. Christophe a beaucoup parlé de transversalité et c'était l'un des gros enjeux. Et là, la MICOR, le chantier, ça a été de commencer sur des trucs plus faciles, entre guillemets, sur les questions informatiques, par exemple, pour éviter d'avoir autant d'habilitations que de caisses nationales, etc. On a travaillé sur des politiques de sécurité en interbranche, en interrégime. On a avancé sur un budget unique parce que les directeurs locaux avaient autant de budget que de caisses nationales, avec des règles pas forcément identiques, donc toujours difficiles à gérer pour le local. Et puis, la grande nouveauté cette année, on en reparlera tout à l'heure, c'est que maintenant, on a un budget unique qui intègre l'ensemble des champs de la protection sociale, donc avec une partie transversale pour les fonctions support ou sur des fonctions d'accueil, par exemple, parce que quand on est sur ces territoires, si on veut avoir un maillage territorial adapté aux besoins de la population, et Frédéric, tu précisais en préambule les difficultés qu'on pouvait avoir effectivement en termes de chômage, de précarité, de pauvreté, de grande pauvreté, sans parler des zones blanches, de l'électronisme et tous ces sujets-là, c'est comment on s'organise sur les territoires pour pouvoir avoir des front office en interbranche et en interrégime qui répondent aux problématiques de la population. Donc maintenant, moi, je suis directeur de cette structure-là à temps plein depuis 4 ans, parce que directeur de caisse, plus des CGDR, plus la MICOR, ça faisait beaucoup pour un seul homme. Et il y a beaucoup de chantiers et j'ai le plaisir de travailler effectivement avec toutes les directions des caisses nationales, la direction de la sécurité sociale bien sûr et le ministère des Outre-mer pour voir à chaque fois que c'est possible comment on essaye d'avoir des politiques qui soient coordonnées, harmonisées pour être déployées le plus facilement possible sur les territoires. Et en plus, j'ai une casquette très dédiée assurance maladie également, parce que je prends un exemple, là je travaille beaucoup avec le secrétariat général des ministères sur les questions de prévention en Outre-mer, parce que les politiques de prévention, par exemple, doivent s'adapter à la singularité des territoires et aux problématiques de santé auxquelles elles sont confrontées et qu'on n'a pas forcément dans l'Hexagone. Et donc l'idée, c'est comment on est au plus près, des intérêts, des besoins de la population, et comment on prend mieux en compte les problématiques locales pour apporter des solutions au niveau national, que ce soit en termes de maladies, du recouvrement. Christophe parlait de la question des entreprises sur ces territoires-là. Et effectivement, la post-Covid, on a des enjeux
extrêmement importante d'accompagnement de ces structures. Voilà très rapidement un peu la présentation de la... Merci. Merci Jean-Yves. Je crois que tu as une contrainte horaire que tu devras nous laisser. Donc, je te propose de revenir en deuxième question tout de suite après. Alors, je vous dis peut-être si vous voulez bien un mot aussi de mon parcours. Branche famille essentiellement. Alors, je suis à l'IGAS aujourd'hui, mais sans avoir fait l'ENA. Ça, c'est via la Sécu. Vous voyez, la Sécu ouvre aussi aujourd'hui sur bien d'autres. Je suis rentré en 97 à Marseille, à la cave de Marseille, où j'ai passé une dizaine d'années. Ensuite, je suis parti une première fois à La Réunion, 4-5 ans, grande grève du COSPAR, Christophe, pas de recouvrement. Alors, c'était pas, le COSPAR venait des Antilles, c'était déjà le pouvoir d'achat, mais c'était la précarité, c'était un ensemble de problématiques sociales. Donc ça, je vous fais part de cette expérience un peu marquante. Au deuxième tour, il y a eu le Covid, mais ça sans commune mesure évidemment, mais tout ça pour vous dire qu'on vit dans les DOM aussi des événements en écho à la métropole, parfois un peu décalés ou d'une intensité, d'une dimension évidemment différente. Pour ma part, je suis revenu en caisse nationale, là aussi les allers-retours que beaucoup d'entre nous ont fait entre le local et la chance d'arriver à une orientation institutionnelle autour de la garantie des impayés de pensions alimentaires, qui est devenu un service public national, le service public des pensions alimentaires, du recouvrement. On fait aussi un peu de recouvrement en branche famille, qui s'appelle l'ARIPA, pour ceux qui aide les familles monoparentales. Donc c'est un service très important évidemment dans les DOM où les familles monoparentales présentes. À La Réunion, on a 2 flux en termes de pourcentage de familles monoparentales qu'en métropole. Et puis au niveau national, là aussi en 2017, ça a été la création de la prime d'activité qui touche aujourd'hui 10 millions de Français, excusez du d'euros, de 10 milliards d'euros, pardon. Et 5 millions de bénéficiaires, une dizaine de millions de Français concernés par cette prix. Pouvoir d'innovation au niveau. Puis donc je suis revenu, j'ai été directeur dans le Gard, de la cave du Gard, et directeur pour finir ces 5 dernières années à la cave de La Réunion. J'y reviendrai s'il nous reste un peu de temps pour vous parler peut-être, mais sauf si Iman veut le faire, de la recentralisation du RSA, puisque la Guyane et Mayotte ont été précurseurs de la recentralisation du RSA, qui concerne aussi aujourd'hui 6 ou 7 départements, qui a concerné la Réunion en suivant. Et puis juste vous dire, parce que ce sont des expériences, je l'ai dit tout à l'heure, toujours un peu intenses. La crise Covid a 10 000 kilomètres des lieux de décision parisiens, a été un peu particulière sur nos territoires. Je crois pouvoir parler aussi pour l'ensemble des collègues. Voilà, donc je viens de rentrer à l'inspection générale des affaires sociales, de politique sociale, un tout petit peu autrement. On ne fait pas que du psy de l'évaluation des politiques sociales, et accessoirement de l'appui à la œuvre de réforme. Bon, mon parcours, mais là n'est pas l'essentiel. Et du coup, comme le tabou nous indique que j'arrive, je ne sais pas le focus que tu souhaites faire sur finalement un grand différent enjeu et dans vos fonctionnements actuels. Puis vous le montrez nos outres représentés ce soir et tu peux plus de tous les outres, mais cette chance-là, je laisse la parole.
Ouais, alors bon, moi je suis là jusqu'à 18h25 parce que j'ai une grosse visio qui redémarre à 18h30 que je ne peux pas décaler. Donc voilà, on a un petit peu de temps devant nous. Alors, Non, ça va. voilà, ça va. Donc si on veut parler des enjeux des Outre-mer, pour moi l'enjeu majeur, c'est que, c'est pareil, ça a été dit par les collègues, il y a la distance, il y a les décalages horaires, il y a des réalités territoriales très différentes, et c'est comment on est en capacité de déployer les politiques publiques sur ces territoires-là pour que le niveau de service réponde aux attendus de la population. Et quand les politiques se construisent nationalement, en plus avec, encore une fois, plusieurs caisses nationales, donc tout le monde sait que quand on est au sein d'une seule entreprise, faire de la coordination, de la transversalité, c'est pas toujours facile, hein, même au sein d'une simple CEPAM ou d'URSSAF, on voit bien des fois les cloisonnements entre les services. Donc, quand on est en interbranche, en un régime, les questions sont encore plus prégnantes et c'est un enjeu majeur. Alors après, quand on parle des enjeux sur les Outre-mer, moi, de ma place, les problématiques sont très différentes selon les territoires. Effectivement, les questions de démographie, par exemple, ne sont pas les mêmes. Tu as des départements qui sont vieillissants avec des enjeux spécifiques sur ces territoires. Il y a d'autres territoires où, au contraire, c'est beaucoup de jeunesse, mais problématiques d'accès au travail, etc. Tu as des problématiques sur les territoires sur le plan sanitaire très lourds. Par exemple, quand on est sur les Antilles, quand tu travailles sur les problématiques de contamination là, avec les pesticides, la chlordécone aujourd'hui dont tout le monde entend parler, Ouais. ou quand on est en Guyane avec les problématiques de contamination au plomb ou au mercure, parce qu'avec l'embrayage, donc les rivières sont polluées, mais quand tu es le long du Maroni, par exemple, on sait que les populations amérindiennes se nourrissent essentiellement de la pêche et du poisson, et les poissons sont hyper contaminés, et donc avec des contaminations très graves des mamans. Et on a des taux de mortalité, par exemple, maternelle et infantile, très, très supérieurs, 3 à 4 fois supérieurs à ce qui se passe dans l'Hexagone. Donc, on a de vrais sujets sur tous ces champs-là. Quand on est à Mayotte, Iman l'a dit, je ne parle pas de la situation sociale, mais quand on est sur des questions de convergence, c'est comment on travaille sur la convergence en même temps que l'on règle les problématiques sociales et tout. Et tout l'enjeu pour moi au niveau national, entre les caisses nationales et les ministères, c'est voir effectivement comment on apporte des solutions simples et efficaces, et comment moi je fais le lien entre les acteurs pour que les décisions soient prises au bon moment et permettent aux directions locales de porter les projets qui sont les leurs. Et vraiment, cette question de capitaliser sur le modèle CGSS, qui a la chance de regrouper en son sein les branches et les régimes, bon, à l'exception de la branche famille, hein, sauf à Mayotte, encore une fois, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça, c'est un vrai levier, sous réserve qu'on facilite les choses au niveau national. Donc, c'est vrai pour la relation client. On l'a évoqué tout à l'heure. Tu vois, là, il y a des territoires où les accueils sont hyper cloisonnés entre les branches. Ouais. On peut comprendre parce qu'il y a de la complexité, tu ne peux pas être en maîtrise de la maladie, du recouvrement, etc. Mais quand tu te mets du point de vue de la population, je prends l'exemple de la Martinique où j'étais la semaine dernière, que tu es une toute petite entreprise complètement au nord du territoire, et on te dit, bah, pour un renseignement que tu ne peux pas régler par téléphone, il faut que tu ailles à Fort-de-France, alors qu'on a des problèmes de transport, d'embouteillage, monstres et tout. Ben, ce sont des gens qui perdent parfois une journée d'activité. Quand ils n'ont pas toujours les informations, ils sont obligés de revenir et tout. Et donc là, la question, c'est comment on se coordonne entre caisses nationales pour qu'on puisse construire des maillages territoriaux adaptés à la diversité de la population, retraités, artisans, malades. D'ailleurs, tu peux être retraité et malade, artisan et malade, etc. Pour organiser un front office de premier niveau qui va prendre à son compte la complexité exposée par la personne au plus près possible, et puis traiter après avec le back-office, si tu veux, au niveau 2, les expertises nécessaires. Et quand je dis ça, ce n'est pas en opposition avec toute la dématérialisation qui se met en place, parce que tu as plein de personnes qui sont autonomes, qui peuvent gérer à distance à travers les comptes, etc. Mais on ne peut pas oublier
que sur les territoires, mais c'est vrai dans l'Hexagone, il y a des personnes qui sont très éloignées de ces offres de services-là et confèrent le rapport du défenseur des droits et d'autres informations complémentaires. Donc les enjeux sur les territoires pour moi, c'est vraiment encore une fois la coordination des publics et je ne parle pas que des questions de gestion interne, un budget, RH, etc. Là, je me passe du point de vue de la population. Faciliter effectivement le décloisonnement interne. Betty évoquait tout à l'heure la lutte contre la fraude sur laquelle elle a bossé à une époque, mais là on voit bien que quand on a la chance d'être CGSS ou CSS, sur des dossiers de lutte contre la fraude, bah, immédiatement on peut faire le lien entre les branches parce qu'il y a des problématiques qui sont convergentes et qui nous permettent d'avoir des éclairages, des levées d'action beaucoup plus rapides. Donc, sans mobiliser trop la parole, vraiment pour moi, le sujet, il est là, c'est comment on simplifie, coordonne pour déployer au plus près et comment on adapte les politiques nationales à ces réalités. Et je tiens à souligner là-dessus que moi, j'ai un vrai appui des caisses nationales. Hein, pour être très honnête, ça a été facile au départ. Et je ne parle pas des directeurs généraux, alors je ne dis pas ça pour Pierre Mayer qui nous écoute. Souvent les DG sont très au clair et en ligne. Et ça bloque quand tu arrives sur les directions métiers, parce que les gars, même s'ils ont de la compétence, de l'intelligence, ils sont tellement pris par leurs préoccupations, les plans de charge, les roadmaps pas possibles, que dès que tu amènes une particularité ultramarine, là, c'est le caillou dans la chaussure qu'ils ont du mal à intégrer. Et je dois dire que depuis ces dernières années, on a beaucoup travaillé ensemble, on a bien avancé, et c'est la première fois sur les conventions qui viennent d'être que nous avons une annexe dédiée aux Outre-mer. Ça, c'est jamais produit. On a une annexe dédiée dans toutes les COG, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces COG qui se traduisent par des contrats de gestion, ben là, on les a envoyés à tout le monde. Il nous manque une petite partie, mais c'est quasiment finalisé. Les directeurs locaux vont pouvoir présenter à leurs instances un contrat pluriannuel de gestion unique signé par tous les DG des caisses nationales et qui sera signé par président et directeur en local et qui est vraiment le document de travail de l'organisme. Donc ça, c'est des belles avancées. Pour moi, c'est un des très gros enjeux dans les Outre-mer. Et on parlera peut-être de situations très particulières en termes de maladies, les problématiques de laboratoire agréés, le TAOC-TAPOL et pouvoir faire une mammographie à Mayotte, par exemple, c'est une galère inouïe. Quand on est à Maripasoula, en Guyane, c'est des problématiques identiques. Donc, c'est comment on accompagne pour pouvoir offrir la même qualité de service sur ces territoires-là. Je ne sais pas si c'est clair ou si vous avez besoin de précisions complémentaires. Frédéric, il est figé. Je ne sais pas si Frédéric n'a pas des soucis, d'autres soucis de connexion. Je vous propose, c'est peut-être, Betty, que vous preniez peut-être le relais sur les enjeux que vous avez pu, vous, observer dans vos activités. Tout à fait, oui, tout à fait. Je partage ce que Jean-Yves vient de dire et puis ce qui est vraiment très important, c'est cette annexe Outre-mer qui a été faite au niveau des COG parce qu'elle insiste justement sur les spécificités de chaque CGSS et notamment, par exemple, en termes de spécificité sur la problématique de la démographie, mais aussi sur la politique aussi sur la spécificité au niveau des carrières, par exemple, ou dans certaines CGSS, les défauts de carrière chez les personnes ne sont pas les mêmes. Chez nous, par exemple, il y a 3 fois plus de trous qu'ailleurs et le nombre de trimestres moyen, c'est vraiment 98 trimestres, ce qui est très, très éloigné du nombre de trimestres qu'on devrait avoir. Donc, dès lors, c'est vrai que l'approche vis-à-vis de la population, elle doit être de terrain. Elle doit avoir beaucoup d'aller vers de manière à aider la population, à la soutenir, à être solidaire vis-à-vis d'elle pour qu'elle puisse retrouver
je veux dire, les fiches de paye qui leur manquaient. Parce qu'il y a une approche de la population qui est différente vis-à-vis de l'employeur. On se rend compte, et c'est parce qu'on fréquente la population de près, que la population, des fois, elle a peur d'aller réclamer, je veux dire, l'attestation employeur. Et donc, ils savent qu'ils ont travaillé, ils savent qu'ils peuvent avoir l'attestation employeur, mais ils ont une peur de l'employeur qui fait qu'ils ne peuvent pas nous fournir certains éléments. Et c'est à force de discuter, c'est cette proximité avec eux qui leur permet d'avoir cette force-là, d'aller récupérer les pièces justificatives qui leur manquent. Et donc tant et si bien qu'au niveau de la protection sociale, c'est aller vers, on le fait depuis les entreprises, depuis toute la population salariée pour des rendez-vous de la carrière avec eux. Et c'est la raison pour laquelle aussi, en termes de maillage territorial, nous sommes une île qui est très archipélagique, hein, parce que nous avons Marie-Galante à 30 km, nous avons la Désirade, nous avons les Saintes, nous avons, vous l'avez dit tout à l'heure, Saint-Martin. Et à chaque fois, il ne faut pas oublier ces populations-là, et chacune de ces populations sur ces îles-là fonctionne différemment. Donc, vous voyez, c'est la diversité aussi de stratégies qu'il faut avoir vis-à-vis de ces populations pour les ramener vers la protection sociale et pour obtenir cette égalité sociale. Alors, donc c'est la raison pour laquelle je trouve que, en termes d'enjeux, le renforcement de la politique dites-le-nous une fois, avec les échanges de données entre les branches, ça doit être que c'est ça qui doit nous motiver. Parce que c'est ça qui permettra aux populations de s'en sortir. Parce que c'est vrai que nous sommes finalement, même si nous sommes CGSS des fois, nous travaillons en silo. Et nous ne prenons pas, comme nous avons des indicateurs, et puis là, je pense que cette COGE va commencer à résoudre ces problèmes-là, mais nous sommes préoccupés de toutes les façons par les indicateurs qui nous sont imposés par nos caisses nationales. Et nous ne prenons pas forcément le temps de nous asseoir entre directeurs de branche pour pouvoir faire un accompagnement, je veux dire, par population ou par cours attentionné. Ça, et là c'est quelque chose à faire. Nous, on l'a expérimenté avec la CAF, avec le conseil départemental, avec les mairies. Et là, il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats, mais il faut plutôt, les premiers pas, les premières victoires, c'est pouvoir construire des procédures ensemble pour pouvoir avoir une meilleure approche de la relation clientèle. Et ça c'est porteur. Parce que quand on voit un taux de retour aussi élevé, ne serait-ce qu'au niveau de l'ASPA, plus de 45% des personnes, un taux de non-recours de 45%, au niveau par exemple, DDP, des droits propres, c'est pareil. Au niveau de la pension de réversion, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des conjoints décédés qui ne bénéficient pas de la pension de réversion. Donc là, vous voyez bien que c'est une approche totalement différente et que parce que les gens méconnaissent la protection sociale, malgré le fait qu'on en parle souvent à la radio, et c'est cette proximité-là d'accueil physique qu'il faut reprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous étions sur, par exemple, du tout rendez-vous, et là, on est en train de revenir sur de l'accueil physique de proximité où on prend du temps pour expliquer aux gens la protection sociale. Moi, je voulais tout juste vous donner un exemple. Hein. La dernière fois, j'étais avec une personne, pourtant 62 ans, jeune personne pour moi. Eh bien, elle ne veut pas avoir la JIC et l'ARCO. Ils ne répondent même pas aux questions de la JIC et l'ARCO parce qu'ils confondent la JIC et l'ARCO avec l'ASPA. Et ils estiment que on va leur reprendre leur maison si, par exemple, ils prennent cette complémentaire-là. Donc, vous voyez, donc il y a beaucoup d'explications et en même temps que les explications, il faut qu'on puisse aller de plus en plus vers pratiquement de la solidarité à la source. Hein. Ce qui a commencé à être fait pour la hache, par exemple, il faut que l'on puisse le continuer, éventuellement pour le RSA, pour qu'on puisse le faire aboutir pour les personnes en allocation d'adultes handicapés, parce que ça permet aux gens d'avoir leur protection sociale sans pour autant, je veux dire, qu'ils soient obligés, je veux dire, de franchir toutes les difficultés qu'ils perçoivent. Alors, pareil, tout ce qui porte sur la déconjugalisation, pour moi, c'est important en termes d'enjeux. Ça, c'est vrai que ce n'est pas à notre niveau, mais dans un niveau plus large de la protection sociale, le fait que les
et au niveau, par exemple, du régime agricole, je vois que les femmes agriculteurs qui étaient sous la protection sociale de leur mari n'ont pas été déclarées, font que ces femmes-là n'ont aucune protection sociale ou bien un revenu très, très faible et ne leur permet pas d'avoir l'ASPA ou ne serait-ce qu'au niveau du RSA parce que le mari est celui qui a un revenu, enfin, plus important, qui va leur faire dépasser le plafond et où pratiquement, bon, il n'y a pas de partage, je veux dire, de revenus dans certaines régions. Donc, ça aussi pour moi, ce sont des éléments importants et c'est la raison pour laquelle je dis que, outre notre enjeu à nous en interne, qui est de renforcer dites-le-nous une fois, de renforcer le temps de travail qu'on doit prendre pour pouvoir recevoir les personnes de manière pluridisciplinaire ou bien plurirégime, je veux dire, il y a aussi à ce que au niveau de l'État, qu'on puisse nous aider au niveau soit de la solidarité à la source, soit effectivement de la déconjugalisation de certaines prestations comme le RSA ou bien l'invalidité, etc. Voilà ce que je souhaitais dire. Vous voulez que je continue, Frédéric? Alors, ce qu'il y a de bien, c'est déjà, nous avons l'image de Frédéric, donc Frédéric n'est pas un robot, vous voyez, mais il est encore figé, donc peut-être qu'au prochain tour, on l'aura également avec la parole. Peut-être donner la parole à Ayman sur ces enjeux, et on terminera le tour de table avec Christophe. Alors, votre micro, Ayman. Pardon. Je crois qu'effectivement, il y a une question qui était quels sont les enjeux dans les Outre-mer en termes de lien avec les partenaires institutionnels. Donc, je dirais ça, c'est un des principaux points. La protection sociale ne peut se faire ne peut pas se faire sans nos acteurs de territoire, collectivités, les divers acteurs, et particulièrement sur les territoires ultramarins, nous constatons une proximité vraiment importante entre les différents acteurs. Cette proximité, c'est un avantage parce que la décision peut être prise rapidement, les réunions d'acteurs institutionnels sont adaptées au territoire. Ça peut aussi être un inconvénient puisque la pression politique, puisque nous sommes censés, organismes de sécurité sociale, avoir une forte neutralité et déployer les dispositifs selon les textes qui s'incombent à nous, la pression politique peut parfois percuter la gestion classique, on va dire, d'un organisme de sécurité sociale. Donc, tout l'enjeu dans les territoires d'outre-mer et particulièrement à Mayotte, je dirais, c'est de pouvoir trouver le juste milieu entre être en partenariat équilibré avec les acteurs institutionnels, tout en gardant le cap, nous allons dire, en gardant le cap qui nous est posé par les textes qui sont applicables jusqu'à renouvellement. Et donc, j'ai dit particulièrement à Mayotte, puisque à Mayotte, vous l'avez compris, le politique embarque souvent l'accélération ou la décélération de la convergence des droits. Et donc, c'est toute la difficulté de pouvoir diriger, mettre en place des dispositifs sur un terrain politique qui est mouvant et qui est parfois, comment dire, j'ai souvenir de certains coups de fil à minuit où il fallait rapidement prendre une décision pour éclairer les ministères, notamment dans l'écriture de la LFSS, et d'être voilà, un peu en mode pompier pour s'assurer qu'on arrive à être en réponse. Donc, moi, pour reprendre un petit peu ce que disait Betty, mais différemment, je dirais que et je crois que c'est également une question, c'est un formidable terrain d'expérimentation que sont les Outre-mer. Et malheureusement, je trouve qu'elles ne sont pas suffisamment exploitées, tant par le législateur que par les caisses nationales, si je peux me permettre. Puisque vous avez des territoires qui sont contraints, une population qui est comment dire, notamment avec les CGSS, une population qui est connue, qui est maîtrisée, qui est la même sur toutes les branches. Et donc, c'est un peu de liberté nous permet d'expérimenter,
comment dire, si ça ne fonctionne pas, on a maîtrisé un petit peu entre guillemets l'échec, mais souvent ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, ça peut être déployé. Frédéric a expliqué comment l'ARIPA est devenu un service, enfin a été généralisé sur le territoire hexagonal, c'est parti de la Réunion. Quand on voit et Betty expliquer de cette vision transversale et de se dire que finalement, derrière un allocataire, c'est également un assuré social, c'est également potentiellement un travailleur indépendant, c'est éventuellement également l'allocataire qui touche à l'allocation logement peut être également un retraité, etc. etc. C'est finalement dans les Outre-mer où on peut avoir cette vision un peu transversale. Et on le voit puisque cette COGE parle de rapprochement entre la branche famille et maladie, et ça fait des années que nous y travaillons en Outre-mer. Je voulais également préciser que parfois c'est pour de mauvaises raisons qu'on peut être un exemple, ou mauvaise ou pas, enfin en tout cas ça dépendra de l'ère politique, on va dire. Le critère de résidence régulière sur le territoire de Mayotte, par exemple, qui conditionne extrêmement et fortement l'accès aux prestations, a d'importantes répercussions aujourd'hui sur la gestion pour Mayotte des prestations de chacune des branches. Or, on voit bien l'ère du temps qui est d'envisager potentiellement de revoir les critères d'universalité de versement de certains droits. Donc, c'est pour ça que je trouve très intéressant que vous ayez pu proposer ces échanges, parce que ça permet de démontrer que, bien que loin, les Outre-mer sont parfois la porte d'entrée de la protection sociale en France, en tout cas la porte d'entrée de réflexion sur l'Hexagone. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Je voulais préciser également, et ça illustre l'adaptabilité nécessaire sur les Outre-mer et notamment à Mayotte. 2004, c'est la mise en place de l'assurance maladie. Comme je le disais, on a démarré, Mayotte avait démarré à l'époque avec, je crois, 13 feuilles de soins liquidées en papier. Jean-Yves s'en souvient sans doute. Aujourd'hui, carte Sisam Vital 2 déployée, plus de 300 000 euros déployés sur le territoire. C'est un pas, on parle de 2004 à 2023, moins de 20 ans, une accélération, une mise en place rapide. Forcément, les acteurs institutionnels, le personnel des caisses, les ministères, les caisses nationales doivent se mettre en ordre de marche très, très, très rapidement. Et sur Mayotte, le calendrier politique aussi impacte fortement. Un autre exemple, en 2015, le candidat à l'époque, je pense, François Hollande, ou non, président, pardon, vient et annonce la mise en place de à l'époque CMU-C, couverture la couverture complémentaire, et aujourd'hui c'est 2S. C'était annoncé en 2015, et ce n'est qu'en 2024, là en janvier, que c'est mis en place. Jean-Yves a été une des personnes à la manœuvre sur ce dossier. Et pourquoi autant de retard, on se dira? Eh bien, il y a à la fois, bien évidemment, puisqu'on le sait, ce n'est pas un secret, nos beaux textes doivent être mis en musique dans des outils, et quand les outils ne sont pas au rendez-vous, il faut prendre du temps pour se déterminer comment on va déployer. Mais il n'y a pas que ça, il y a également l'impact politique. J'ai parlé tout à l'heure d'une petite France, d'un petit bout de France dans le canal du Mozambique. La position de Mayotte au croisement de flux migratoires importants pose question quand il faut envisager d'étendre certains droits. Et ce fameux appel d'air qui est craint sur l'Hexagone est présent dans la tête des rédacteurs des textes sur Mayotte, et de se dire à quel moment on accélère ou pas le calendrier de la convergence des droits sociaux. Est-ce que ça ne se fait pas au détriment de la population qui est sur place? Est-ce que ça ne se fait pas au détriment de l'économie générale du système qui fonctionne, bien évidemment, l'a dit Christophe, sur une entrée de cotisation et une sortie en droit à prestation? Voilà un petit peu quelques exemples d'adaptation où parfois, donc c'était à l'époque la ministre Girardin qui avait mis un point d'honneur à déployer l'exonération du ticket modérateur pour être préfiguratrice préfiguratrice de la C2S qui s'est mise en place. Donc, pour ceux et celles qui envisagent de réfléchir, penser
voire travailler dans la protection sociale en Outre-mer, je dirais que Mayotte, c'est vraiment le territoire où aujourd'hui vous vivez l'aventure protection sociale. Je la vis aussi dans la Sarthe, mais différemment. Et voilà, différemment, mais tout aussi intéressante. Mais là, vous êtes au cœur même de la réflexion. Alors, vous l'avez dit, c'est aussi fait pour donner envie. C'est webinaire. En tout cas, merci pour ce témoignage. Je crois avoir retrouvé le son, donc je remercie Gilles de m'avoir relayé dans l'animation. Merci à tous. Et Christophe, évidemment, on finit ce tour-là par toi, toujours dans l'océan Indien, toujours sur des questions. On voit par là, je trouve, de vos témoignages, comment les DROM sont au cœur des problématiques du monde. Problématiques migratoires, vous en avez parlé. Question de l'accès aux droits, parce que finalement, la lutte pour l'égalité sociale, je ne vais pas dire qu'elle est achevée, notamment pour Mayotte ou pour d'autres territoires, mais en tout cas, on est sur un accès effectif aux droits. Betty l'a dit tout à l'heure, la solidarité à la source vise à avoir, par un impôt négatif ou par d'autres systèmes, une forme d'automaticité pour contourner les difficultés dont vous avez parlé en termes d'illettrisme, d'électronisme, etc. Mais ce que vous illustrez aussi par les parcours, et notamment dans le modèle très spécifique de la CGSS, que permet la CGSS, les parcours usagers, l'accès aux droits, je pense que ce sont de très beaux témoignages. Christophe, je ne sais pas si tu as prévu de parler de ça ou de toute autre chose, mais en tout cas, la parole est à toi. Merci Frédéric. Effectivement, je rejoins tout à fait les collègues sur les constats qu'ils font des enjeux de la protection sociale en Outre-mer. Pour ma part, j'identifierais deux typologies d'enjeux, des enjeux transverses d'un côté et d'un autre côté des enjeux spécifiques. Dans les enjeux que je vois transverses de la protection sociale en Outre-mer, j'identifie notamment, comme tu l'as évoqué Frédéric, celui de l'accès aux droits et aux soins. Parce que cette problématique, elle se pose pour des populations qui habitent sur des territoires différents d'un territoire ultramarin à un autre. Si je parle de celui de la Réunion, eh bien, on a des écarts, on a les cirques. Donc, comment est-ce que nous, CAF, CGSS, nous arrivons à toucher les populations qui se trouvent dans les montagnes, dans les hauteurs et qui n'ont pas de réseau routier pour atteindre les sites de nos organismes. Se pose aussi la question des publics qui n'osent pas ou qui ne recourent pas naturellement à leurs droits ou à leurs soins. Je pense notamment aux publics les plus précaires, mais aussi aux travailleurs indépendants qui font partie bien des typologies de publics et qui ont un très faible taux de recours aux soins. Et sur nos territoires, a fortiori, Betty évoquait la problématique de l'ASPA, elle est nette sur nos territoires. Si je prends celui de la Réunion, on a 18% de nos retraités qui sont bénéficiaires de l'ASPA, c'est 4 fois plus qu'en métropole. Si je prends l'autre prestation, je dirais phare des CGSS, la complémentaire santé solidaire, à la Réunion, 347 000 bénéficiaires, c'est près de 40% des habitants qui en bénéficient. Donc, ce qui fait que cette problématique d'accès aux droits, elle se pose tous les jours et les caisses générales de sécurité sociale ne peuvent pas tout en la matière et se doivent de tisser un maillage territorial, partenarial fort. Et c'est vrai qu'on a peut-être beaucoup plus de facilité sur nos territoires à tisser des liens avec des acteurs tels que les centres communaux d'action sociale ou encore les maisons France-Service. Autre enjeu, je dirais, transverse que je vois, c'est celui de l'accompagnement des publics dans leur démarche, justement, parce que la problématique d'électronisme, d'illettrisme se pose de façon plus accrue sur nos territoires. Certes, ce sont des constats qui reviennent chaque année, mais on le voit tous les jours dans nos accueils, ce qui en fait véritablement un enjeu en matière d'accompagnement, d'explication des démarches, des formulaires. Avec aussi, je dirais, la spécificité sur les territoires ultramarins du recours au créole. Donc, nos agents d'accueil aussi eh bien, peuvent passer du créole au français assez rapidement pour pouvoir bien expliciter les pièces justificatives nécessaires pour l'octroi de telle ou telle prestation. Ensuite, sur les enjeux spécifiques, très rapidement, j'en vois effectivement 4. Le premier, celui alors je parle pas un peu pour ma chapelle, mais celui
celui du recouvrement des cotisations sociales. On parle généralement de consentement à l'impôt. Sur nos territoires, ce que je vois, c'est qu'il se pose la question du consentement à la cotisation sociale, à la solidarité. Elle n'est pas cette question simple parce que si je prends le territoire de la Réunion, on n'a pas eu de recouvrement en amiable et forcé pendant 10 ans. Maintenant qu'on le reprend, eh bien, ça nécessite pour la CGSS d'être dans la pédagogie, d'être dans la bienveillance, dans l'accompagnement des chefs d'entreprise dans le cadre de cette reprise du recouvrement. Autre enjeu spécifique que je vois également, c'est la lutte contre le travail illégal dans le cadre des orientations que l'on a nationalement dans le cadre de la lutte contre la fraude. C'est un vrai sujet sur nos territoires, je trouve, parce que l'économie parallèle est quand même importante et ça nécessite à la fois de la pédagogie, mais aussi des outils de lutte contre le travail illégal, parce que un travail non déclaré, eh bien, c'est de faibles droits à la retraite, voire des droits inexistants. C'est de faibles indemnités, voire aucune indemnité lorsque survient un accident de la vie. D'où l'intérêt que l'on a dans nos territoires à faire de la pédagogie sur la bonne déclaration et sur à quoi servent les cotisations sociales finalement. Je dirais, en termes d'avant-dernier enjeu spécifique, je vois aussi la prévention santé, parce que nos territoires sont caractérisés par un fort taux de prévalence des maladies chroniques, le diabète, certains types de cancers. Donc, ça implique aussi pour nous d'être présents dès le plus jeune âge dans les écoles avec les programmes MTDAN, à travers les programmes de nutrition et de prévention pour pouvoir eh bien, être des acteurs de la prévention santé. Et enfin, dernière problématique spécifique que je vois, c'est celle que tu évoquais, Frédéric, c'est que nous illustrons chacun d'entre nous des problématiques du monde. Et parmi ces problématiques du monde et que l'on partage au niveau global, c'est celui du changement climatique. Typiquement, il y a 2 semaines, on a eu un cyclone qui a ravagé l'île de la Réunion, qui a causé de nombreux dégâts. Et eh bien, quels sont les acteurs qui font partie du cercle je dirais, de ceux qui interviennent au plus près des populations, eh bien, ce sont les organismes de protection sociale. Et en l'occurrence, pour la CGSS, eh bien, nous sommes quasiment tous les jours en lien avec la préfecture, avec les impôts, avec la direction du travail pour pouvoir mettre en place des dispositifs exceptionnels, des fonds d'urgence, voire des outils tels que pour le recouvrement des négociations d'échéanciers, pour pouvoir être solidaire de la population et favoriser un retour de l'économie dans de bonnes conditions. Ouais. Si vous voulez bien, on pourra revenir sur ces aspects-là, notamment la richesse partenariale et le fait que, j'allais dire sur nos îles, mais il n'y a pas que des îles dans les Drom. La Guyane, je ne sais pas si c'est une île, mais en tout cas, c'est une grande île. Mais la proximité fait que on peut innover, on peut, et pour survivre parfois aussi dans des conditions plus compliquées, ça pousse à l'innovation et la proximité entre les acteurs. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a le plus marqué dans mon expérience ultramarine. Juste 2 questions et puis si vous voulez bien, on finit le tour, c'est la 3e partie par Jean-Yves qui nous quittera peut-être juste après. Question technique du public. Alors la première, je pense, vous l'avez illustré, on continuera à le faire pour de savoir comment les spécificités locales peuvent nourrir une réflexion nationale et comment elles peuvent, si j'extrapole la question, finalement inspirer, y compris, voire même des politiques nationales. 2e question plus technique, je souhaiterais savoir si la prime de vie chère est prise en compte dans le calcul de cotisation retraite de base et Agirc-Arrco. Merci. Qui veut répondre? Betty, peut-être? Je crois que Iman laisse la main, c'est pas applicable à Agirc-Arrco, à Mayotte. Donc, voilà, Betty, oui. moi, pour ce que j'en sais, donc ça se voit beaucoup sur les fiches de paye, parce qu'à chaque fois on nous pose la question. Vous savez, sur votre fiche de paye, il y a la cotisation justement pour la complémentaire, et donc c'est là où on voit si la prime de vie chère elle est prise en compte ou pas. Mais en tout cas, pour les fonctionnaires, ça c'est clair que la prime de 40% de vie chère en Guadeloupe, elle n'est pas prise en compte du tout dans le calcul des cotisations. Donc Christophe, est-ce que tu confirmes ça? Et en tout cas, pour des salariés, bon, par exemple, pour nous, au niveau de la sécurité sociale, par exemple, la prime de vie chère, nous, on a 40% de vie chère, donc c'est pris en compte dans le calcul de la cotisation retraite de base à Agirc-Arrco.
D'accord, c'est très clair. Christophe, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, Je sais pas, en tout cas, je Christophe, souscris tout à fait recouvrement. à ce que dit Betty. Et après, prime de vie chère ou pas, les cotisations sont Oui, plafonnées. Donc, tout à fait. je dirais que le plafond sécurité sociale agit pour tous, quel que soit le niveau de revenu. Ok, merci beaucoup. Il nous reste un petit quart d'heure. Je propose donc de commencer par Jean-Yves pour nous dire, alors là aussi, si vous pouvez prendre un exemple particulièrement illustratif de ce que vous avez mené sur le terrain. Alors, Jean-Yves, dans une posture, on l'a bien compris, un tout petit peu différente, mais ce dont vous êtes le plus fier finalement. Et là, je vous invite à nous parler plutôt d'une posture managériale. Vous l'avez tous fait jusque-là, évidemment, mais et Betty, je crois, a ouvert son propos là-dessus en introduction. C'est comment, plus qu'ailleurs, ou au moins autant qu'ailleurs, il faut faire preuve d'écoute, favoriser l'intelligence collective, faire en sorte de comprendre le lien systémique dans le réseau tel que vous l'avez illustré, mais au sein d'un écosystème qui peut être très particulier, a fortiori quand on n'est pas natif du territoire en question. Mais quand on est natif aussi, je pense que c'est pas simple non plus. Jean-Yves. Non, comme tu l'as dit, moi j'ai une position un peu à part. Si on raisonne en termes de projets globaux, je l'ai esquissé tout à l'heure. Vraiment, c'est la capacité, si tu veux, faire du management transversal au niveau national, management de projet, et puis arriver effectivement à une annexe dédiée outre-mer avec deux volets importants. Les collègues l'ont abordé, la question de la relation client sur les territoires avec toutes les problématiques que je précisais au départ, encore une fois, d'électronisme, de pauvreté, etc., qui nécessitent des approches particulières. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est une belle réussite. La deuxième, c'est en matière de prévention. Je l'ai rapidement évoqué, Christophe est revenu dessus. Sur les territoires ultramarins, il y a des problématiques de santé publique qui ne sont pas prises en compte parce que peu ou pas suffisamment du national, et d'autres qui nécessitent des moyens beaucoup plus importants sur des pathologies identifiées. Christophe parlait du diabète. Tu vois, un seul exemple, les amputations de pieds dans les Outre-mer, c'est 1,6 à 1,7 fois supérieur à ce qu'il y a dans l'Hexagone, sur des problématiques de diagnostic, de prise en charge rapide, des soins, etc. Et sinon, après, en termes de management, de transversalité, deux exemples liés à la crise Covid. Guyane, il faut mettre en place le contact tracing, du stress, de l'interprétation, des oppositions entre les équipes de l'Agence régionale de santé, de la préfecture de l'assurance maladie. Reveil qui me dit, Jean-Yves, vous y allez. Mai 2020, je prends un avion, on était 10 dans l'avion, il n'y avait plus un aéroport qui fonctionnait, et tu vas sur place et tu veux l'état de stress et de tension des équipes, puisque personne ne savait où on allait. Et si tu veux réussir à mettre autour de la table le DG d'ARS, le directeur de la Caisse de sécurité sociale, la préfecture, la directrice régionale du service médical, et puis arriver à faire en sorte que tout le monde se mette autour de la table et construise le dispositif de tracing qui était attendu par le national. Et tu vois, là, ça nécessite beaucoup de calme, beaucoup de prise de distance, beaucoup de remise en perspective, parce que des fois, quand tu es en proximité, tu es vraiment dans le feu de l'action et c'est pas toujours aisé. Iman, pour en parler, je vais devoir vous gérer. Quand elle gère un certain nombre de problématiques, elle est toute seule sur les ronds-points avec des blocages, le préfet qui l'appelle, le téléphone, moi au bout du fil avec les caisses nationales pour démerder les sujets. Et ça, si tu veux, c'est des expériences de vie et sans promouvoir, parce que c'est pas le but, mais un peu quand même. Franchement, moi qui connais les Outre-mer un peu aujourd'hui, le métier de manager ou d'agent de direction, c'est assez extraordinaire parce que tu es confronté à des défis qui nécessitent de l'adaptation permanente, de la réactivité, de l'intelligence collective. Il en faut partout, mais encore plus sur ces territoires-là. Plus de territoires. On est un peu blindé pour le reste, oui, c'est sûr. Ouais, tu es blindé pour le reste. Christophe l'a dit, toi, rapidement. Quand tu veux, par exemple, la crise Covid, tu dis qu'il faut faire du dépistage, etc., et qu'il faut vacciner surtout. Tu es en Guyane, tu dis comment je fais sur le bord du Maroni pour faire porter ces messages. Il y a les problématiques de la langue et de la culture. Tu as l'impression d'avoir une idée de génie en disant on va travailler avec les grands-mans parce que eux, si tu veux, c'est l'autorité spirituelle sur les territoires.
Et le gars, il dit, ah ben non, moi, jamais de la vie, même si je suis convaincu, moi, je suis là pour garantir la cohésion du groupe. Donc, si je prends position pour ou contre, et ben forcément, ça nuit à la cohésion du groupe. Donc, à chaque fois que tu es confronté, tu te dis, bah, c'est pas une bonne idée, on passe par autre chose, etc. Tu vois, donc, pour ça, franchement, c'est assez génial. Et je termine là-dessus, sauf si tu as une question, parce que je repars sur une autre vision juste après. Non, c'est que tu es bon, occupé par ailleurs. Beaucoup pour on te remercie beaucoup de ton témoignage. Des échanges, et je reste toujours disponible pour vous parce que ça vaut le coup de porter, je veux dire, l'outre-mer et la protection sociale en outre-mer. C'est vraiment des beaux projets, quoi. Donc, merci à vous, et puis je vous abandonne et à bientôt. Grand merci à toi, Jean-Yves. Bonne soirée. À très bientôt sur les routes des Outre-mer. Alors, est-ce qu'Iman a consulté les caddies pendant le Covid ou par ailleurs? Parmi les nombreux témoignages, Iman, qu'est-ce que tu peux nous dire, illustrer en termes de fierté? On voit Jean-Yves, quand il en parle, qu'il dit non modestement, mais voilà, on voit quand même que tout ce qui a été porté, tout ce qui a été fait, toute cette communication de première ligne, alors c'est pas simple, ça s'apprend et ça se travaille sur le tas, mais ça forge manager. Ah oui, complètement, hein, c'est vraiment... alors, il a parlé d'adaptation, je parlerai, moi, d'agilité extrême. Oui. Il faut vraiment... comment dire, les Outre-mer, Mayotte et La Réunion, puisque j'ai connu aussi La Réunion, il y a cette particularité, on sait comment... quand on se couche, on sait comment est, et la caisse, comment est le territoire. Le lendemain matin, ça peut être complètement... Christophe parlait du cyclone en début au tout début. C'est ça, en fait. Parfois, c'est l'œil du cyclone, le calme plat, et tout va bien, et on arrive à dérouler les projets de A à Z. Et puis, tout d'un coup, on est percuté par des événements socio-économiques, politiques qui nous amènent à revoir systématiquement la fameuse feuille de route classique de tout directeur. Alors, en fierté, je dirais, alors il y a beaucoup, parce que c'était tellement enrichissant cette expérience. Je dirais qu'il y a, alors on a parlé de la crise sanitaire tout à l'heure. La crise sanitaire a touché tous les territoires, hein, Hexagone, Outre-mer, d'un point de vue sanitaire. Sur Mayotte, elle a pris une couleur différente à un moment donné où, juste pour une précision pour ceux qui ne le savent pas, depuis 1993, les DROM sont les territoires où est servie la prestation d'aide à la restauration scolaire par les CAF dans les Outre-mer et par la CSSM à Mayotte. Mayotte qui donc... je l'ai dit tout à l'heure, une sociologie de population particulière avec beaucoup de précarité, puisque plus de 80% de la population est sous le seuil de pauvreté. Donc, cette prestation d'aide à la restauration scolaire est un complément qui permet donc aux familles de pouvoir proposer, dans le cadre des établissements scolaires de primaire et second degré, une collation ou un repas. Je passe les détails du décalage qu'il peut avoir, puisque les premières cantines scolaires, je mets des guillemets, ont pu être déployées que très récemment, et avec notamment force de persuasion et d'écoute de la DSS. J'étais montée au créneau en disant que les reliquats justement de la PARS pouvaient servir à construire et à aménager des cantines scolaires. Donc ça, c'est une première parenthèse. Mais particulièrement pendant la crise sanitaire, le préfet m'appelle et me dit « on va vers une crise alimentaire ». Le département de Mayotte était à ce moment-là au vert, au sens, vous vous souvenez, les couleurs Covid qui sont maintenant très loin, mais pas de contamination, un taux de contamination qui était quand même assez restreint, mais il n'empêche que nous étions sous confinement, comme tout le territoire national. Et qui dit confinement dit bien évidemment fermeture des établissements. Les établissements scolaires fermés, vous aviez des familles dans lesquelles beaucoup de familles, la seule collation était le seul repas de l'enfant. Et donc, il nous dit, dans les bidonvilles, parce que c'est le terme, on parle de Banga, mais ce sont des bidonvilles, confinés à 7 ou 8, avec des enfants qui ne peuvent pas avoir leur repas quotidien. On va vers la crise alimentaire et crise sans doute sociale derrière.
Donc, le préfet de l'époque m'appelle et me dit « Je sais que vous avez des fonds PARS du coup, qui sont bloqués, qui ne peuvent pas être déployés, mais ce sont des fonds… » Alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a prescription, je peux en parler tel quel. Ce sont des fonds de l'État, renvoyez-nous tout ça rapidement, un virement, et moi, je distribue ces fonds pour que les familles puissent acheter à manger. Et moi, le cœur y est, quand on est directeur, on a à la fois le cœur et la tête. Et le cœur, c'est de dire, bah oui, bien évidemment, ces familles, il faut qu'elles mangent. Mais la tête nous rappelle bien évidemment également qu'en tant que directrice, j'applique un arrêté ministériel pour pouvoir verser la prestation de restauration scolaire aux établissements qui, eux, ensuite, avec le complément des familles, transforment cela auprès des gestionnaires en collation ou en repas. Et donc, je dis au préfet, ça ne va pas être possible. Et ce sont des fonds de la branche famille qui sont gérés par texte et qui ne peuvent pas être utilisés comme ça. On était bien évidemment en guerre sanitaire, mais on n'était pas en situation de guerre au sens propre du terme, où là, on ouvre toutes les vannes. Voilà. Et donc, s'ensuit une journée assez compliquée pour moi, hein, parce que c'est ma tête qui était sur le bio. Plusieurs fois, je l'ai vu, hein, la tête sur le bio à Mayotte, mais bon, elle est toujours là, accrochée à mes épaules. Et à un moment donné, ça remonte jusqu'à la DSS, et, avec qui on avait des échanges, et qui nous demande mais comment est-ce qu'on peut faire ça pour à la fois, bien évidemment, prendre en compte la situation des familles, enfin des élèves plutôt, et en même temps rester dans le droit chemin. Et à l'époque, le directeur général de la CNAF, Vincent Mazoric, m'appelle et me dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et donc, on a réfléchi à une possibilité d'adapter justement dans cette urgence la prestation d'aide à la restauration scolaire. Et un texte, la DSS nous a suivis très rapidement, et un texte est sorti qui nous a permis donc de pouvoir, pendant la crise sanitaire, verser différemment cette prestation. Et donc, notamment sur Mayotte, ça a été en nature, avec des colis alimentaires pour les élèves, hein, puisque les familles avaient payé. Et Frédéric, tu peux en témoigner, nous avons étendu cela pour les autres outre-mer, mais vous, ça a été un versement directement aux familles. Directement aux familles par versement prestation. Voilà un exemple. Un autre exemple, et je me souviens… Et là, on reprend le point sur la proximité entre le politique et nos métiers de protection sociale. Le président Emmanuel Macron est en visite à Mayotte, et président candidat à ce moment-là, encore président déjà candidat, et il pose une question nous avions une table ronde, donc Christophe le disait tout à l'heure, la proximité avec les préfets et les ministres est assez particulière, hein, sur ces territoires. On est très vite exposé en tant que directeur d'un organisme, beaucoup plus rapidement que sur le territoire hexagonal, pour des bonnes… Enfin, voilà. Et la question, à un moment donné, on fait le tour de table de l'ARS et la sécurité sociale. Madame la sécurité sociale, comment allez-vous? Et moi, je dis, je vais mal. Puisque si on compare un organisme de sécurité sociale à une entreprise, que j'ai plaisir à souvent répéter, que tout directeur que l'on soit, nous ne sommes que des gestionnaires, puisque nous mettons en œuvre des dispositifs et nous le faisons en nous assurant de bien gérer les fonds publics. Et je lui dis, aucune entreprise ne vivrait comme ce que fait la Caisse de sécurité sociale, c'est-à-dire de Mayotte, c'est-à-dire ne pas avoir de projet de projection à plus de 6 mois. Pour rappel, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une convergence des droits qui a été programmée. Elle est programmée jusqu'en 2036, mais la seule programmation qui existait, en tout cas à ce moment-là, c'était le rattrapage du plafond de sécurité sociale. Tout à l'heure, Christophe a évoqué ce plafond. Il faut savoir qu'à Mayotte, il est inférieur à celui des autres territoires. Donc, concrètement, ça a un impact direct sur les prestations versées. Et donc, à part le plafond la trajectoire du plafond de la sécurité sociale et la trajectoire du rattrapage des cotisations, il n'y a pas de planification. Il n'y avait pas de planification pour des raisons diverses. Et donc, je lui explique tout simplement, je ne sais pas si demain, en tant que directrice, je peux mettre mes équipes sur la gestion courante, le versement courant des prestations, si après-demain, vous n'allez pas, mercredi, en Conseil des ministres, décider l'accélération, à l'époque, par exemple, de la mise en place de l'ARS différentielle ou le rattrapage de la C2S. Et ça, la difficulté de la visibilité, elle était vraiment compliquée. Et j'ai parlé notamment des pensions de retraite qui sont très basses à Mayotte, du fait de la jeunesse
du régime et du plafond de la sécurité sociale. Et le président Macron, à l'époque, a répondu, s'est retourné, il a dit, eh bien, on va accélérer sur les retraites. Et voilà, c'est parti. Bon, les équipes étaient contentes, on avait c'est parti de là. Voilà, c'est parti de là. Donc, c'est des fiertés parce que c'est de se dire, oui, moi, je suis rentrée dans la sécurité sociale, globalement, je suis rentrée par conviction. J'y crois à ce modèle français particulier qui soutient, qui accompagne les plus précaires, qui encourage également, alors on en reparle avec France Travail, mais qui encourage le retour à l'emploi. Et je pense que sur les territoires d'outre-mer, encore plus qu'ailleurs, on voit encore plus rapidement et de façon plus visible les actions, tangible, les petites actions de façon tangible. Absolument. Voilà. Oui, absolument. Bon, tu avais qu'un exemple, mais on t'en aurait presque demandé un troisième, tellement on aime vous entendre. Mais non, mais c'était une boutade, parce que sinon, il n'y en aura plus pour les autres. Tu le sais. Le temps file, mais c'est ce qui nous plaît. Betty, un exemple, s'il vous plaît, aussi. Oui. C'était passionnant, en effet, tout ce que disait Iman là tout à l'heure. Le meilleur exemple, il est récent, hein, parce qu'on en a tellement après une longue carrière comme la mienne, en étant passé dans les diverses branches de la Sécu. Le dernier, c'est le fait de voir que la préfecture et puis le conseil départemental, et grâce à l'ensemble des travaux que nous avions entamés avec l'ensemble des acteurs de la protection sociale, candidater à territoire zéro non-recours. Et là, c'est extrêmement important parce que même si on sait que l'ensemble de la population, enfin un bon taux de la population est couvert au niveau de la maladie, mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on est sur le terrain, on s'aperçoit, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de cas de non-recours sur certaines prestations. Et là, le fait que nous ayons mis en place avec la CAF, avec le conseil départemental, avec les maisons France Service, comme je disais tout à l'heure, avec les France Travail, avec les associations des mairies, une tournée de la Guadeloupe et en allant sur des lieux qui ne sont pas des lieux d'accueil habituels. Parce que c'est ainsi que nous avons pu détecter les pleins de cas de non-recours, parce que les gens, lorsqu'ils viennent dans un endroit où ils ont la phobie de l'administration, ils ont peur de l'administration, et en venant dans des stades, en venant dans des écoles, en faisant de l'accueil dans des lieux complètement différents, eh bien, les gens en redemandaient parce qu'ils s'expriment plus facilement. On a vu des personnes qui avaient une carte vitale, par exemple, depuis plus de 4 ans, qui n'étaient pas activées et qui ne sont jamais allés demander une autre carte vitale. Ils ne sont pas allés dans les mairies, dans les CECAS, ils ne sont pas venus à la Sécu, ils ne sont pas venus dans nos lieux d'accueil, aucun lieu d'accueil. Et pareil, nous avons détecté des personnes de plus de 70 ans qui n'avaient pas le droit, ni au niveau de la maladie, ni Alors, et là, on l'a fait aussi sur l'ensemble des territoires. Ça veut dire que nous sommes allés aussi sur Saint-Martin. Et sur Saint-Martin, là, il faut être très agile parce que la population, elle parle toutes sortes de langues. Parce que et c'est là où on s'est fait aider avec les agents du territoire de Saint-Martin en y allant, parce qu'ils peuvent parler espagnol, ils peuvent parler, parce qu'il y a toutes les personnes qui viennent de la Guyane là, il y a beaucoup d'Haïtiens, il y a beaucoup de Portugais, il y a toutes les langues se parlent, et là c'est compliqué, l'approche sur le territoire, les dossiers sont difficiles à gérer parce qu'on n'arrive pas à avoir un langage fluide, je veux dire, avec cette population-là, et là le fait d'aller sur le territoire, le fait d'aller sur l'ensemble du territoire, sur tous les lieux dits, ça nous a permis de détecter bon nombre de cas. Et c'est pareil sur Marie-Galante, c'est pareil sur les Saintes, la Désirade. Là, on a été plébiscité et à partir de là, on s'est dit, le même jour, on faisait tout. C'est-à-dire que la personne n'a pas les droits, tout de suite, on a fait passer avec la maison France Service pour qu'elle puisse remplir les différents imprimés, etc. Donc, pour moi, c'est une expérience vraiment très enrichissante. Et
Et c'est ça pour moi la protection sociale. La protection sociale, c'est d'aller au plus près de la population, de repenser nos modes d'accueil, de repenser la façon de créer des passerelles avec l'ensemble des autres institutions de manière à pouvoir créer un modèle, mais à partir du modèle de la sécurité sociale. Changer la vie de nos concitoyens et lutter contre les inégalités. La satisfaction de l'accès au droit. Si Philippe Ferry en Guyane était là, il nous aurait parlé des pirogues du droit. Là-bas, c'était. Et puis Christophe en a parlé. On faisait les randos du droit à Mafat. Ça se fait toujours probablement à La Réunion avec la justice, avec les forces de l'ordre, etc. Christophe, pour finir ce tour des belles expériences inspirantes, s'il te plaît. Tout à fait, merci. De façon très synthétique, une des plus belles expériences que j'ai eues à la CGSS de La Réunion a été le pilotage du projet d'intégration du régime social des indépendants au sein du régime général, donc au sein de la Caisse générale de sécurité sociale. Ça a été un beau projet parce que nous étions trois acteurs autour de la table, la Caisse générale de sécurité sociale, la direction régionale du service médical et la Caisse ex-RSI. Je dirais que le modèle transverse CGSS, il a été facilitateur de ce point de vue parce que au lieu d'avoir effectivement une CEPAM d'un côté, une URSSAF de l'autre, une CARSAT, eh bien nous avions un seul interlocuteur, la CGSS, face à nos partenaires, ce qui a pu faciliter notamment l'intégration à la fois des agents mais aussi de leurs activités. C'était un beau projet parce qu'il n'était pas simple, parce que nous avions effectivement 4 caisses nationales comme interlocutrices avec des annotations bien spécifiques à chaque fois, à bien respecter, l'assurance maladie, la Caisse nationale RSI, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, l'URSSAF Caisse nationale. Bien, nous avons été assez proactifs sur le terrain et en termes d'enjeux, ils étaient nombreux, des enjeux organisationnels avec l'intégration d'agents, l'intégration de nouveaux managers au sein d'un collectif, parce que la Caisse RSI à La Réunion, c'était à peu près 65 agents et ils intégraient un collectif de 1200 agents, ce qui n'était pas neutre. En termes notamment de ressources humaines. Il y a aussi des enjeux, je veux dire, logistiques immobiliers, intégrer de nouveaux locaux dans notre patrimoine, des archives, ne pas les perdre. Donc ça aussi, ça a été très intéressant de le gérer. Et aussi les enjeux, enfin, en termes de relations avec notre public, avec les travailleurs indépendants de La Réunion, parce que qui disait intégration du RSI impliquait aussi de ne pas perdre de qualité de service et de ne pas perdre aussi cette relation particulière avec les travailleurs indépendants. Donc je dirais que pour toutes ces raisons, ce projet pour moi a été un des plus marquants et un des plus intéressants depuis ma prise de poste à la CGSS. C'est sans doute un euphémisme. On imagine bien sa sensibilité sur les territoires que nous connaissons bien. Alors, je vois Pierre Mayer apparaître à l'écran, donc c'est sans doute l'heure de conclure. Moi, j'aurais eu le plaisir de vous parler quelques heures de la recentralisation du RSA. J'ai écrit un papier dans l'excellente revue de l'école de l'N3S Regard que vous pourrez retrouver sur Cairns si ça vous intéresse. Là aussi, c'est hors norme. Je pense que tout ce qui vient de vous être exposé, alors bon, évidemment, il y a des chantiers hors norme au niveau national, c'est pas, mais on aime les porter au niveau territorial, au niveau ultramarin, parce que voilà, quand il s'agit, comme l'a dit Iman tout à l'heure, en quelques heures ou en quelques mois, là, on a eu 6 mois pour recentraliser une prestation qui pesait à l'époque 700 millions d'euros par an et surtout qui concernait un tiers de la population réunionnaise, 100 000 bénéficiaires, 300 000 personnes au total, 25 000 entrées par an. Donc voilà, ça nous a amené avec l'ensemble des partenaires et en proximité quasi immédiate et quasi quotidienne à inventer un outil qui fait aujourd'hui plus ou moins école pour France Travail, à inventer des process, à faire refaire une ingénierie totale du process de manière à avoir une orientation aujourd'hui en 7 jours de l'ensemble des demandes. Vous voyez, ce sont des petits motifs de petits ou grands d'ailleurs, petits motifs de fierté qu'on peut porter comme ça sur les territoires. En tout cas, j'ai été très sensible à vos mots, chers collègues, et je vous en remercie beaucoup. Et, je vois même, vous aurez compris qu'on n'est plus tous sur les territoires, mais qu'on y reste très attaché.
Je rends l'antenne à Gilles qui apparaît à l'écran maintenant et à Pierre, en vous remerciant à nouveau pour l'intérêt de ce séminaire, en tout cas pour nous et j'espère pour nos auditeurs. Et merci beaucoup à la chaire de Sciences Po et à l'école de nous avoir donné cette belle occasion de nous retrouver. Voilà, merci, merci beaucoup à Frédéric Turblin et à Gilles Nizosi aussi, qui ont joué le rôle d'animateur sur ce webinaire. Merci beaucoup aux différents intervenants avec des personnalités, des parcours riches, vous avez pu le voir. Merci Betty, merci Iman, merci Christophe. Nous sommes croisés il y a plusieurs années, j'étais ravi de vous revoir même par visio. Je crois qu'on a assisté à un très beau webinaire, on en fera d'autres sur les Outre-mer, c'est une excellente question parce que c'est vrai que notre chère protection sociale et territoire, ben là on voit qu'on est avec les Outre-mer, on est dans des questions essentielles qui peuvent aussi être extrêmement éclairantes pour l'avenir, j'allais dire, du service public de la sécurité sociale dans notre pays. Alors, quelques mots de conclusion, hein. Je ne prétends pas faire une synthèse, mais on voit bien qu'à la fois chaque drame est différent, mais il y a évidemment des enjeux communs. On voit que la protection sociale joue à fond son rôle de lutte contre la pauvreté et de cohésion. C'est particulièrement vrai dans les DROM. On voit que ces territoires ont une organisation originale du service public de la sécurité sociale avec ce modèle transverse des CGSS, qui est quand même très intéressant et très éclairant. Alors, je signale au passage qu'il y aura une journée actualité de la protection sociale de l'EN3S le 12 mars prochain, que j'ai l'honneur d'animer. Et justement, dans le papier introductif de cette journée, je mets en avant le modèle des CGSS par rapport au modèle d'organisation, en tout cas du régime général, par branche, qui parfois, effectivement, trouve ses limites, mais aujourd'hui, dans les conventions d'objectifs et de gestion, il y a cette idée d'avoir des coopérations et des partenariats de plus en plus importants entre les branches. La question de l'accès au droit, majeur, essentiel, voilà, qui percute évidemment complètement comment on applique la sécurité sociale dans les DROM. Et la question du travail partenarial, vous avez tous noté qu'au fond, il apparaissait plus facile de faire du travail partenarial, d'être en partenariat avec de grandes institutions publiques pour effectivement mieux réussir, mieux mettre en œuvre le service public de la sécurité sociale. Ben, tout ça, ce sont des innovations qui peuvent être extrêmement utiles dans l'Hexagone et qui correspondent, à mon avis, à un des enjeux majeurs de la sécurité sociale demain, c'est le partenariat, sans recourir toujours à ce que vous avez appelé des agilités extrêmes. Voilà, merci beaucoup. Merci à Gabriel Panier, donc de l'équipe EN3S. Merci à l'équipe de la chaire Sciences Po Lyon et EN3S. Merci à nos partenaires, la Caisse nationale de l'allocation familiale, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires. Voilà, on a quasiment tenu l'heure. Il est un peu plus de 18h45. Et donc, merci encore et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Merci beaucoup. et merci Au pour revoir. cette Merci à vous. belle Bonne soirée. présentation. Merci, au revoir.